Est-ce que vous saviez que depuis 1948, le Pentagone a créé des bureaux de liaison à Los Angeles, et plus spécifiquement donc à Hollywood, des bureaux qui ont un vrai rôle dans la construction du cinéma américain et même mondial. On y retrouve le département de la défense américaine, on y retrouve aussi l'US Air Force, l'US Navy, la CIA et plein d'autres organismes qui sont chargés de lire des scénarios, d'accompagner des productions et de déterminer si ces productions vont avoir un soutien financier ou logistique en fait. Et évidemment pour les studios il devient extrêmement tentant, voire parfois essentiel de collaborer avec ces institutions-là et donc d'en accepter les règles pour avoir accès à soutien financier ou alors provision de lieux de tournage ou d'accessoires ou même mise à disposition de matériel qui serait complètement inaccessible sans ce soutien-là. Et sachez qu'on n'est pas du tout dans le cadre de simples conseils techniques ou de soucis d'authenticité, on n'est pas du tout là-dedans. On est complètement sur de l'ingérence qui existe dès le début du projet et qui influe l'écriture du scénario. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Alors cette vidéo elle a montré à tous ceux qui se disent que oui, le cinéma c'est un divertissement idéal pour poser son cerveau et se vider la tête après une dure semaine de taf. Parce qu'on aime à parler du cinéma comme ça, on aime à parler du cinéma comme une espèce de machine à raconter des histoires, à fabriquer des émotions, à nous faire vibrer dans un monde imaginaire pendant 2 heures avant de retourner à la réalité. Sauf que derrière ces films, dans le système hollywoodien certes, mais pas que, vous allez voir, et parfois avec des films que vous adorez. Il existe des mécaniques d'influence, des systèmes et clairement de la propagande qui changent tout. Je vais partir d'exemples et comme d'habitude dans ces vidéos enquête entre guillemets, toutes mes sources sont dans la description, vous allez voir j'invente rien, tous les liens que j'ai utilisés sont dans la description. Et on va découvrir ensemble comment les films qu'on adore sont des outils de propagande et sont utilisés comme des outils de propagande par le système qui les crée. Il y a une scène dans Il faut sauver le soldat Ryan qui m'a toujours dérangé. Un soldat allemand capturé par les Américains, qui supplie, qui panique, qui tente de survivre en fait comme n'importe qui de cette situation. Il demande qu'on le laisse partir, de lui laisser la vie sauve. Et les soldats américains décident de l'épargner, de le laisser partir. Et clairement la scène elle est construite pour mettre en avant l'humanité des soldats américains qui ont un sens moral, qui ont une capacité à rester juste même au cœur du chaos, même face à leur pire ennemi. Puis un peu plus tard, ce même soldat allemand qui a été laissé partir revient, trahit et tente de tuer les soldats américains. Donc on a d'un côté les soldats américains qui sont capables de compassion, qui sont profondément humains. De l'autre, on a un ennemi qui m'aime épargné, et cet ennemi il a absolument aucune histoire, on sait pas s'il a de force, probablement beaucoup de soldats allemands. Bref, un ennemi sans aucun visage, sans aucune histoire, qui m'aime épargné, revient toujours à son fondamental qui est de trahir la justesse américaine, un ennemi qui reste fondamentalement dangereux toujours parce que c'est comme ça qu'il est, et qui est indigne de l'humanité que les soldats américains lui ont donnée. C'est pas une propagande frontale, c'est jamais dit explicitement, mais c'est quand même une manière très précise d'orienter notre perception. On nous dit quoi penser, on nous fait ressentir quelque chose, et ça c'est un exemple très très concret, que je voulais commencer la vidéo par ça parce que je déteste Il faut sauver le soldat Ryan, je trouve très grave ce film. Et il faut comprendre que ce genre de construction narrative, ça sort pas de nulle part. Ça s'inscrit dans un système beaucoup plus large. Un système où les institutions collaborent directement avec Hollywood pour créer ce genre de séquences-là. Des institutions qui fournissent des ressources énormes en échange d'un gros contrôle sur la représentation qui est faite de leur institution. Et ça, c'est profondément intégré à l'industrie depuis des décennies. I just protected my guys. They were trying to kill our soldiers. Oh, you want these motherfuckers to come to San Diego or New York? We're protecting more than just this dirt. On va commencer par les plus évidents. Les films qui mettent en scène des flingues ou des stratégies de combat ou des armées, soit, quand vous regardez bien, 80% du cinéma grand public américain. De Avengers à Top Gun, de Alien Romulus à Avatar. Et ouais, il y a beaucoup de productions Disney dans ces 4 exemples que je cite de manière totalement aléatoire. Et en fait, c'est peut-être pas un hasard quand on sait que par exemple pour Captain Marvel, toute la production a été tournée avec l'appui de l'US Air Force qui a fourni un accès à des bases, à des avions et à du personnel, en échange d'une validation du script et d'un droit de regard sur la représentation de l'institution. Ce type de collaboration s'est encadré très officiellement. L'armée va n'intervenir et va soutenir le film que si le projet reflète fidèlement et positivement ses valeurs, ce qui implique parfois des ajustements narratifs. Oui, tu vas pas mettre en scène une armée incompétente ou corrompue ou moralement douteuse qui agit sur ordre d'un fou orange qui change d'avis chaque fois qu'il se lève dans des
des pays situés à des centaines de kilomètres sans trop se soucier des pertes civiles ou du droit international. Non, tu vas mettre en avant la discipline, le courage, la complexité des actions militaires et la légitimité des actions entreprises. Et ça se décide bien en amont, ça se décide vraiment dès que le projet est pitché en fait. Parce que les auteurs, les producteurs et les studios, ils connaissent les contraintes, ils savent ce qui sera accepté ou pas accepté. Ils savent que certains éléments compliqueraient l'accès à des ressources précieuses, alors juste ils incluent pas ces éléments. Exemple, à la fin de Jurassic Park 3, on a l'armée américaine, la Navy qui arrive un petit peu de nulle part sur l'île, ça n'a vraiment aucun sens dans la narration, et ça c'est parce qu'en fait l'armée américaine a suggéré, on comprend ce que ça veut dire, en échange d'un soutien donc financier et militaire, que l'armée en fait vienne sauver les personnages à la fin de Jurassic Park 3 et a suggéré la scène finale. Ça, c'est l'exemple vraiment le plus concret, c'est-à-dire l'armée américaine. Et je vais terminer avec 2-3 exemples très basiques sur l'armée américaine pour ensuite élargir, parce que vous allez voir, il y a des choses à dire, même sur des films que vous surkiffez, The Dark Knight. On connaît tous l'exemple de Top Gun, qui a contribué à une hausse, mais vraiment significative, des recrutements dans l'aviation militaire américaine, au point qu'il y ait quand même des stands de recrutement qui étaient installés à la sortie des salles. Pour Top Gun, faut se rendre compte. D'autres films, comme Act of Valor, qui utilisent des véritables membres des forces spéciales comme acteurs et qui s'appuient sur une collaboration étroite avec l'armée, donc évidemment l'armée va être super glorifiée dans ce film. Et des films qui ont été littéralement réécrits par le Pentagone, ça existe, ça va de Transformers à Black Hawk Down, et quand un film n'est pas réécrit par le Pentagone, ça se voit aussi. Regardez en 2025 A House of Dynamite de Catherine Bigelow, ils ont refusé explicitement toute collaboration avec le Pentagone, ce qui explique aussi que t'auras pas de scènes ultra compliquées à tourner, t'auras pas énormément de militaires, t'auras juste globalement un décor où reconstruit une salle de contrôle. Et House of Dynamite s'est fait énormément critiquer par l'armée américaine, qui est, faut le dire, montrée de manière extrêmement défaillante dans ce film-là. Et pas sûr que Catherine Bigelow aurait pu se passer du soutien de l'armée américaine et donc House of Dynamite aurait été le même film si dans son scénario elle incluait des scènes qui nécessitaient des moyens logistiques représentant l'armée plus conséquent que dans le script qu'on connaît aujourd'hui. Ce type de dynamique, bon alors voilà, film de guerre, évidemment, ça va marcher là-dedans, mais il y a pas que ça. Et évidemment que je vais parler des films de super-héros. Je veux dire, on retrouve des motifs hyper similaires, notamment la manière dont certaines technologies ou certaines formes de pouvoir sont présentées. Il y a l'idée selon laquelle une surveillance globale pourrait être justifiée en fait face à une menace exceptionnelle. Ça apparaît de manière récurrente. Et là, voilà, par exemple, je pense évidemment à The Dark Knight, où Batman met en scène quand même un système de surveillance massive de tous les citoyens de Gotham et qui lui permet d'écouter ce que chaque citoyen fait et de quadriller la ville en surveillant de manière complètement illégale et très intrusive chaque citoyen. Alors ça, Lucius le critique explicitement. Il parle d'un outil dangereux, illégal, moralement inacceptable, ok, mais narrativement, le film fait quelque chose de très intéressant. Ce système permet de capturer le Joker. Il est présenté comme nécessaire, ce système, face à une menace exceptionnelle. Donc en gros, le film pose une critique, mais valide l'usage, et justifie la surveillance globale et massive des citoyens. Spying on 30 million people isn't part of my job description. This is an audio sample. If he talks within range of any phone in the city, you can triangulate his position. I'll help you this one time. But consider this my resignation. Ça, c'est The Dark Knight. Je veux même pas parler de Dark Knight Rises, on va dire que c'est juste de la pure bêtise, mais The Dark Knight Rises, c'est vraiment Batman qui aide les riches à défoncer une révolte populaire, globalement. The Dark Knight Rises pourrait vraiment faire une vidéo entière dessus et sur la manière dont Nolan nous balance un discours poétique extrêmement grave. Mais The Dark Knight, c'est moins souvent cité. Alors que... Attention, vraiment, le système de surveillance... il a marché, quoi. Et c'est pareil dans Captain America 2. Bon, là, c'est encore vraiment plus bourrin, et je pense pas que Captain America 2 soit le film préféré de n'importe qui. Là, il y a même pas de critique dans Captain America 2. L'Amérique a raison de surveiller ses citoyens parce que l'ennemi est partout et peut changer de face à tout moment. Et le problème, c'est qu'à force de répéter cette idée-là, en fait, dans les films américains, ça normalise des concepts qui sont quand même ultra problématiques. Et puis, encore une fois, il y a autre chose aussi. C'est que le cinéma, il a changé. Et ça, c'est une grosse partie de ce que je veux vous expliquer. Le cinéma, il s'est ultra mondialisé, ce qui implique une adaptation constante aux exigences en fait de tous les publics, avec leurs sensibilités et avec leurs contraintes. En gros, à partir du moment où ton film il doit être
rentable sur tous les continents et dans tous les pays, peu importe le régime politique de ce pays, peu importe la sensibilité du peuple qui y vit. La question c'est pas quelle histoire je veux raconter. La question c'est quelle version de l'histoire je peux raconter pour qu'elle soit acceptée autant en Chine qu'aux US, qu'en Inde, qu'au Canada, qu'en France. Comment tu fais pour satisfaire simultanément plusieurs régimes, plusieurs cultures? Bah écoute, t'es le plus lisse et le plus poétiquement correct possible, hein. Ça c'est bon pour les affaires, c'est pas forcément bon pour l'art. Et le champion toute catégorie pour satisfaire tout le monde, c'est évidemment Disney. Je pense notamment à Iron Man 3, où pour sa sortie en Chine, c'est quand même assez fort, hein. Le film a littéralement été modifié. Des scènes supplémentaires ont été tournées avec des acteurs chinois, certains dialogues ont été ajustés, et des placements de produits locaux ont été intégrés uniquement pour la version chinoise. On n'est pas sur une simple traduction ou un simple doublage, c'est une version clairement alternative du film, qui est pensée spécifiquement pour répondre aux attentes du marché chinois et aux exigences des autorités chinoises surtout. Et ça, c'est pas un cas isolé. Je veux dire, World War Z, vous savez que c'est tiré d'un bouquin. Dans le bouquin, l'origine du virus, c'est la Chine, hein. Est-ce que tu sens un blockbuster capable de se détourner de tout le marché chinois? Pas vraiment. Du coup, on modifie l'origine du virus pour éviter tout blocage de distribution, pour éviter de froisser des égos. En fait, les studios savent que certains sujets sont risqués, et notamment tout ce qui touche à la Chine, hein. Parce que la Chine, faut se rendre compte du marché que c'est, hein. C'est vraiment le deuxième plus grand marché pour les blockbusters. Donc, la représentation de la Chine change complètement. La question du colonialisme change énormément. Tu vas pas faire de métaphore de Taïwan, hein. Tu vas pas faire des critiques politiques du communautarisme. Tu vas faire gaffe à ce que tu dis dans les critiques politiques ou dans les figures d'autorité que tu mets en scène. Et clairement, du coup, certains blockbusters décident juste de ne jamais aborder ces sujets-là. Faut se rendre compte que c'est quand même une forme d'autocensure, ça, une autocensure intégrée qui laisse aucune trace. Le film va être neutre, mais cette neutralité, elle est le résultat d'une anticipation permanente des contraintes d'un marché, quoi, et des contraintes de l'international. Ça, c'est ce qu'on appelle la coproduction internationale stratégique. Des films qui vont être financés conjointement par plusieurs pays, où chaque pays va mettre un petit peu de bise pour des films qui sont en fait plus des objets diplomatiques qu'artistiques. Parce que ok, chaque partenaire va amener de l'argent, mais il va aussi amener des exigences culturelles et politiques. Et du coup, le film devient un espace de négociation permanent. Qui est le héros? Qui est l'ennemi? Quelles sont ses motivations? Quels symboles peuvent apparaître à l'écran? Quel sujet va être évité? C'est pas du cinéma, ça, c'est de la diplomatie culturelle. Mais c'est le cas de quasiment tous les films issus d'Hollywood ou issus de grosses productions internationales que vous voyez sur grand écran. C'est là où ça peut être sournois. Ces films peuvent être excellents. Par exemple, moi, vous savez que j'adore Catherine Bigelow, j'en ai même parlé dans un exemple où elle a refusé la collaboration. Elle a pas toujours refusé la collaboration, hein. Emails of the rest of the Saudi group. Give me one email and I will stop this. Par exemple, je trouve que Zero Dark Thirty est un monument du cinéma d'action américain moderne. Bien sûr que j'ai adoré ce film, sauf que bien sûr aussi que le film a été créé en collaboration hyper étroite avec la CIA, et que ça, c'est probablement pas étranger au fait que la torture soit finalement présentée dans le film comme un moyen efficace et légitime, puisqu'ayant contribué à retrouver Ben Laden. Oui, il y a des scènes de torture, on pouvait pas le cacher, je veux dire, tout le monde savait que les Américains ont procédé à la torture dans cette affaire-là. Plutôt que de le cacher, on va l'assumer et dire oui, on a fait ça, mais regardez, attendez, on a trouvé Ben Laden grâce à ça, ça valait le coup quand même. Même procédé que The Dark Knight, hein. Et vous pouvez être sûr que si la torture avait été montrée d'une autre façon, jamais la CIA n'aurait permis que ce film existe, parce que c'est un film qui dépend énormément de la CIA, Zero Dark Thirty. J'ai oublié de le préciser, mais c'est le film qui retrace la traque de Ben Laden, hein. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Bien sûr que je me suis régalé devant Top Gun Maverick, en n'oubliant jamais pourtant sa collaboration avec l'US Navy, qui avait un vrai droit de regard sur le script, ce qui a contribué à une représentation ultra positive et presque mythologique de l'armée américaine. Et je parle beaucoup de nos amis américains, mais ça dépasse aussi largement leur cadre. Regardez, là récemment, il y a eu The Darkest Hour avec Gary Oldman. Dedans, t'as une glorification de Churchill, mon gars. Je pense aussi à The Admiral, Roaring Current. Je vous en ai parlé sur Intercut de ce film. Excellent divertissement. Très proche de Pirates des Caraïbes, hein, c'est clairement le Pirates des Caraïbes coréen. Mais c'est aussi du soft power total avec la création d'un héros national qui sauve le monde qui ne le mérite pas. On a The Wandering Earth, qui est un film post-apo chinois, où la solution à la fin du monde, c'est un effort collectif mené par la Chine, évidemment, qui s'oppose à l'individualisme occidental. Bon,
Voilà. Mais tous ces films, ils peuvent être très bons, ils peuvent être même excellents, ils peuvent être très puissants dans l'émotion. Mais faut pas oublier qu'ils sont traversés par des logiques qui dépassent largement le simple cadre du divertissement, ou de l'art même. L'enjeu, c'est pas de se priver de ses œuvres. Je vais pas vous dire de ne pas regarder The Admiral ou Zero Dark Thirty, évidemment pas. Par contre, il faut toujours développer une sorte de conscience critique qui permet de les apprécier tout en étant attentif à ce qu'elles véhiculent, en gros. Quand vous voyez une institution systématiquement valorisée, quand vous voyez des conflits qui sont simplifiés à l'extrême avec des ennemis déshumanisés, quand vous voyez des décisions moralement ambiguës qui sont présentées comme nécessaires, bah vous savez que vous êtes face à un film orienté. Et c'est parce que ces œuvres sont généralement bien foutues, bien réalisées, assez engageantes, assez efficaces émotionnellement. Je veux dire, moi, Zero Dark Thirty, mais pendant 2h30, j'étais en mode, oui, ok, ils l'ont torturé, mais regarde ce qu'ils arrivent à faire après, waouh. Oui, The Dark Knight, bah oui, il a mis un système de surveillance sur tout New York. Mais par contre, il a défoncé le Joker, bravo Batman. En plus, il se sacrifie à la fin, c'est vraiment le grand héros, quoi. Et c'est normal, parce qu'on a été intégré dans l'univers du film, et que dans l'univers du film, on légitime tout ça. Et comme on est engagé émotionnellement, ben, ces trucs-là, ils sont pas énormes, et ils sont intégrés sans faire de l'ombre, en fait, à l'impact émotionnel du récit. Toujours se demander, pourquoi cette histoire est racontée, déjà ? Ensuite, pourquoi cette histoire est racontée de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui est montré? Et surtout, qu'est-ce qui n'est pas montré? Quand on se pose ces questions-là, surtout dans les films de gros budget américains, mais pas que, on se rend compte que bien souvent, il y a une vraie propagande cachée dans les films qu'on adore. Voilà les amis, comme je l'ai dit, toutes les sources en description, ceux qui veulent creuser le sujet, parce que dans une vidéo de 20 minutes, je pourrais même pas, en vrai ça pourrait être un documentaire de 58 minutes, je vous ai mis des liens de réflexion en description. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai vraiment plein de sujets, peut-être même un peu plus ancrés, production ciné et moins politique. Par exemple, je vous l'ai dit, moi je suis vraiment en train de travailler là sur la mort du mid-budget movie, vous voyez, ces films à 40 millions là qui n'existent plus, et ça dit beaucoup de choses sur la manière de production américaine, et encore une fois, internationale. Mais bref, n'oubliez pas aussi qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire des grosses vidéos comme ça, un peu enquête. Chaque petit don aide énormément, le lien est en description, et vraiment, ouais, tout ce que vous pouvez donner pour aider aide vraiment la chaîne. Je suis sur Instagram, très actif. On n'oublie pas évidemment de s'abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater, d'autres vidéos arrivent. Les amis, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.